Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de rentrée de notre webinaire qui s'éloigne un peu aujourd'hui de nos thèmes économiques et professionnels pour aller du côté de notre corps et de notre esprit à 50 ans. Comme beaucoup l'ont éprouvé, ou l'éprouveront, ou le vivent, pour l'instant, la cinquantaine est une étape absolument charnière de la vie des femmes. Et nous avons, chez Talk avec Simone, choisi de parler très positivement de cette transition qui est beaucoup trop souvent stigmatisée. Et nous allons le faire dans cet esprit avec nos invités afin de poser les éléments clés pour que chacune vive cette période de façon psychologiquement épanouissante, de façon physique et mentale. Et on a du boulot, parce que pour rien vous cacher, on est dans une société extrêmement jeuniste, je ne vous apprends rien, où le vieillissement des femmes est toujours tabou et tu. Et nous souhaitons envisager cette période comme un deuxième printemps, expression chinoise que personnellement j'affectionne tout particulièrement, qui montre notre différence de culture et aussi une vision beaucoup plus inclusive de la place des femmes dans la société. Alors que l'abord de la cinquantaine est vécu sous le signe de la carence, bien souvent, d'autres sociétés, comme l'a écrit Cécile Charlap, qui est la sociologue et l'autrice de ce magnifique essai qui s'appelle « La fabrique de la ménopause », dans d'autres sociétés, ce passage est célébré. Je crois que c'est chez les Mayas, elle souligne que le terme de ménopause n'existe même pas. À la ménopause en Afrique, certaines femmes accèdent au cercle de parole des hommes, les petites vénardes, et d'autres deviennent des chefs de guerre. Alors, autour de cette table virtuelle, on va accueillir des sacrées guerrières et un guerrier. Je vais commencer par Nathalie Hutter-Lardot, qui est nutritionniste, autrice et chef d'entreprise, notamment fondatrice d'Atlantic Santé et de la marketplace WomUp, qui booste les projets des femmes. Et ça, c'est un très chouette objectif. Ensuite, nous avons Sophie Kuhn, qui est fondatrice du compte Instagram Ménopause Story, qui, elle, a souhaité initier une conversation très décomplexée et très intime sur la ménopause. Puis nous avons la joie d'accueillir un homme, parce que nous, on adore l'inclusion, Pierre Azam, qui est médecin endocrinologue et nutritionniste. Au cours de cette session, vous pourrez, comme d'habitude, poser vos questions sur le chat et Sandrine Doppler modérera toutes vos questions et pourra intervenir à tout moment en fonction de la conversation et de la discussion que nous allons aborder. Alors, pour bien commencer, on va poser le sujet, et l'arrivée des femmes est pour beaucoup appréhendée comme une épreuve. Donc, on va voir déjà, peut-être dans un premier temps, quels sont les bouleversements qui sont à l'œuvre et pourquoi c'est vécu comme une épreuve. Alors, peut-être, Pierre, quel est l'état physiologique des femmes à 50 ans? Est-ce que vous pouvez nous en dresser un petit tableau. En fait, ce n'est pas la femme de 50 ans, c'est autour de la cinquantaine. Il y a une transformation parce que la ménopause en tant que telle intervient à des âges très différents. En fait, la moyenne de la ménopause pour les femmes est aux alentours de 52 ans. 80% des femmes ont leur ménopause entre 48 et 56 ans. Et puis, il y a les extrêmes avec des ménopauses très précoces ou des ménopauses très tardives. Et au travers de ça, les ménopauses sont vécues de façon très diverse, en fait, par les femmes. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? C'est la... Ah, on a perdu Pierre, je crois. On a perdu Pierre. Est-ce que vous avez retrouvé? C'est bon, là? Oui, voilà. La ménopause. C'est la diminution, voire l'extinction brutale des hormones qui soutiennent la vie hormonale des femmes. Et ces hormones sont très importantes puisqu'on se rend compte que dès qu'il y a un déficit de ces hormones, il y a des changements d'humeur, des changements de texture de peau, des changements même de physiologie simple.
de transformation des cheveux, de troubles du transit, enfin, tout un ensemble de modifications du corps qui sont et plus ou moins précoces et plus ou moins violentes, et donc qui nécessitent un accompagnement plus ou moins proche en fonction de la façon dont la femme vit cette transformation et la violence avec laquelle intervient ou la faible violence avec laquelle elle intervient. Donc, c'est un moment très charnière, très parfois compliqué, avec des sensibilités plus importantes, avec des fragilités aussi. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on ne considère pas assez ce moment-là, parce qu'en fait, on considère la femme comme un continuum entre ses 30 ans et ses 60 ans, alors que 50 ans est un moment très charnière de transformation, même psychologique, en fait, quelque part. Et même si la femme garde ses qualités, elle a cette période-là, donc adaptée en fonction de chacune, qui donne des sensations bizarres et diverses. Donc, à vraiment prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai un peu posé la notion de ménopause avec cette chute hormonale et qui est en plus variable parce que vous savez qu'on a 2 hormones, enfin les femmes ont 2 hormones, on les a aussi, mais vous avez 2 hormones, la progestérone et les œstrogènes. Les progestérones au moment de la ménopause baissent très régulièrement, de façon constante, donc voilà, et les œstrogènes par contre baissent de façon très sinusoïdale, très variable. Comme ça. Donc, la ménopause, d'un jour à l'autre, ne donne pas les mêmes effets psychologiques, moraux et physiologiques. Donc cette variété d'humeur, de sensations, de bouffées de chaleur ou pas, enfin, il y a toute une complication. Le corps devient un peu compliqué à ce moment-là et devient une espèce d'obstacle à la liberté totale d'agir et de fonctionner. Alors, ce n'est pas aussi négatif que je le présente, mais c'est parfois vécu de cette façon-là. Alors, ce qui est assez paradoxal, pendant que le corps connaît cette évolution, que d'ailleurs les femmes connaissent aussi à l'arrivée de la puberté, qui est un moment clé d'un point de vue hormonal, et Nathalie, je vais vous poser la question parce que est-ce que c'est un paradoxe et vous allez me le dire, les femmes sont, je dirais à ce moment-là, au meilleur de leur expertise, en tout cas d'un professionnel. Et on a l'impression que pendant qu'il y a une maturité professionnelle, il y a un bouleversement extrêmement important physiologiquement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là, Nathalie ? Oui, alors justement, quand on a préparé, je me suis dit que paradoxalement, on a 2 situations un petit peu qui peuvent être extrêmes parce qu'on est au meilleur de notre expertise si on a travaillé. Et il y a 2 situations qui montrent vraiment des grosses différences. Est-ce qu'on a été mère au foyer et à 50 ans, 45, 50 ans, on a de la même façon que dans celles qui ont travaillé un espèce de moment charnière qui se fait se poser des questions et donc paradoxalement on n'est pas forcément au meilleur de son expertise professionnelle. Alors là moi je mets pas ma casquette nutrition mais je mets ma casquette entrepreneur et je me suis aperçue effectivement avec tous les projets, les réseaux au cours desquels j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes de tout âge qu'effectivement 45-50 ans c'est une période où et alors je vais reprendre Laura Adler de ce matin on a l'impression qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre et parce que soit les enfants sont élevés, ils sont partis et on va commencer à se dire qu'est-ce que je vais faire, soit j'ai travaillé, les enfants partent aussi et se dire quel est le sens de ma vie. Donc beaucoup de questions, on se questionne beaucoup et c'est vraiment le point commun de toutes les rencontres que j'ai pu faire de femmes entre 40 et 55 on va dire, c'est le sens qu'on va donner à sa vie. La remise en cause que l'on fait à un moment où il y a des gros changements, que ce soit d'un point de vue santé, avec des désagréments ou pas, et on se pose la question de qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Alors, Laura Adler disait des 50 prochaines années, jusqu'à 100 ans, mais c'est effectivement du 2e printemps, j'aime bien cette expression que tu as évoquée tout à l'heure. Et là, en fait, je vais vous donner quelques données qui corroborent un peu ce que je viens de dire, c'est que l'âge moyen de création d'entreprise, c'est 43 ans. Pour ces femmes qui viennent de créer leur entreprise, 8 sur 10, c'est leur première entreprise.
que ce sont essentiellement des micro-entrepreneurs. Donc ça, c'est un observatoire BNP Paribas d'il y a 1 an et demi. Que la motivation principale des femmes qui créent leur entreprise, c'est donner du sens à leur vie. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'autonomie. Deuxièmement, du sens à leur vie, veiller à un meilleur équilibre pro-perso et mieux utiliser leurs compétences. Et là se vient la question que vous m'avez posée, c'est on est au meilleur de notre expertise, ben, ça dépend. Donc là, vraiment, ce qui est très important, c'est faire un bilan. Parce que c'est pas parce qu'on a été mère au foyer qu'on n'a rien appris. Et ça, je trouve que c'est vraiment… D'abord, ce terme, si on pouvait faire un collectif, parce que mère au foyer, c'est insupportable. Donc, on pourrait appeler ça, moi, j'ai la responsable de projet familial, j'en sais rien, et ça peut être un homme ou une femme, le responsable de projet familial. Mais on abandonne ce terme qui est absolument… On donne un vrai statut parce qu'on a appris plein de choses, probablement, dans tout, que ce soit financier, que ce soit dans la gestion. Et donc pour moi, cette période, donc on est plus ou moins au fait de son expertise où on va se re-questionner. Par contre, moi, je pense que la question essentielle, et par toutes les histoires que j'ai vues autour de moi, se pose la question de l'autonomie financière. Parce que ce choix de vie, on peut le faire à 50 ans si on a une autonomie financière. Si on se dit, bah tiens, j'ai envie de changer. Si on est dépendante. Si on n'a aucun moyen de rentrer dans une entreprise qui, de toute façon, des critères à plus de 45 ans, c'est même pas la peine d'essayer. Comment je fais pour créer ma boîte? Parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, ça va être difficile. Donc, se pose la question du financement, des levées de fonds, de l'accompagnement qui est là, je vais vous dire, niveau très, très faible pour les femmes. Donc, oui, questionnement, oui, expertise, mais réseau, accompagnement pour pouvoir vraiment ficeler son projet, donner du sens à sa vie, mais avec les compétences qui vont bien et évidemment les moyens. On s'aperçoit que cette période-là, où justement on se pose énormément de questions, ces questions-là, on les pose à qui? Et c'est pour ça que je vais poser, moi, cette question-là à Sophie Kuhn, qui, elle, va nous expliquer comment elle a voulu décomplexer et pourquoi elle a voulu décomplexer le discours sur la ménopause, parce que finalement, on en a souvent discuté, il y a une absence quand même de transmission de mère en fille sur cette période-là. Alors, Sophie, qu'est-ce qui a déclenché le fait de vouloir avoir une conversation sur l'intimité des femmes à ce moment-là? Ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai eu une ménopause artificielle, donc au démarrage une ménopause artificielle pour éviter une hystérectomie. Donc, ça m'a plongée vraiment en même pas 15 jours à l'intérieur de la ménopause. Donc, avec tous les désagréments possibles et inimaginables, moi, je ne m'imaginais pas ça. J'étais pas du tout prête. Bon, j'avais 47 ans. J'avais jamais entendu parler de la ménopause. Je savais pas ce que c'était. C'était pas dans mon imaginaire. Le mot, je le connaissais à peine. C'est tout. Donc, ça ne m'a pas du tout été transmis au niveau familial. Donc là, j'ai été en ménopause artificielle et évidemment, je suis allée voir mon meilleur copain Google pour regarder quand j'ai commencé à avoir les désagréments, qu'est-ce que je dois faire avec ça et voilà. Et en allant sur Google, je me suis rendu compte que je tombais sur des sites plutôt médicaux, plutôt flippants, qui me mettaient tout de suite dans un vocabulaire de risque, de catastrophe, avec des images de femmes que je ne visualisais pas comme étant les miennes. Et j'ai surtout eu l'impression d'avoir une forme de perte de féminité directe. On ne parlait que du… Je me suis crue limite dans un cabinet d'assurance avec le bénéfice-risque, c'était clair. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir peur. Moi, j'avais besoin d'être chouchoutée, j'avais besoin de pouvoir parler, personne à qui parler. Je ne savais pas exprimer ce qui m'arrivait parce que c'était la première fois que de tels désagréments m'arrivaient, une peur panique et puis un peu la honte aussi. Donc, ce que j'ai fait, puisque naturellement, moi, je suis quelqu'un qui écrit depuis toujours, j'ai commencé à prendre un carnet et j'ai commencé à écrire mes sensations et des petites histoires pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai plongé dedans et j'ai commencé à étudier la ménopause de fond en comble sous tous les aspects. Et j'en ai écrit 6 cahiers, en fait. Et un jour, je me suis dit, pourquoi les garder pour moi? Parce que finalement, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Ce qui m'a vraiment poussée à faire ça, c'était un grand risque, parce que je me suis dit, c'est une vraie exposition d'un sujet qui n'est pas du tout renseigné, qui n'est pas du tout abordé. Il n'y a pas de littérature propre à la ménopause. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé ou vraiment très peu. En littérature, il y a très peu de choses et c'est toujours vu sous un spectre négatif où on se limite fout de la gueule de la nana parce qu'elle a ses bouffées de chaleur, donc elle est
un peu sous un scope, limite humiliant, je dirais. Moi, j'ai vraiment voulu exprimer, oui, une parole très intime et essayer de poser des mots. Ça aide énormément de poser des mots sur des sensations. Ne serait-ce que, je me suis dit après, pour aller voir le médecin et être capable d'en parler aussi. Parce que finalement, si personne ne nous explique rien, comment expliquer ce qui nous arrive? C'est vraiment pas évident. Est-ce que vous ne pensez pas, comme on a un peu perdu Sophie, je rebondis un plus de ce que je vois dans le chat, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cette espèce de tabou qui nous poursuit des règles jusqu'à la ménopause et qu'en fin de compte, la femme, dès qu'elle a un problème, même l'accouchement, même la grossesse, c'est toujours en fin de compte, ces problèmes féminins vus d'un regard d'homme est extrêmement tabou. Alors, je suis contente qu'on ait Pierre et qu'on ait Sophie sur le sujet parce que Pierre va pouvoir, même Nathalie, nous dire ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé à vraiment imaginer mes histoires, à observer en fait les choses autour de moi et regarder comment je voyais la femme de mon âge partout dans la rue. Est-ce que je la voyais sur des panneaux publicitaires? Est-ce que je la voyais dans des films, dans des séries? Où est-ce que je me retrouvais? Et je me suis rendu compte que là, je me retrouvais plus du tout. Donc là, j'étais vraiment en forme d'invisibilité. Donc c'est le tabou ultime. Là, on devient morte en fait. Alors que la grossesse, même si je suis d'accord, il y a vraiment le tabou des règles, de la grossesse et tout, c'est quand même une parole qui est transmise. Mine de rien, tu as quand même l'imaginaire que plus tard tu vas être enceinte, que plus tard tu vas donner vie, que tu vas avoir tes règles, on t'en parle. Moi, par exemple, j'ai reçu une gifle le jour où j'ai eu mes règles pour que je me rappelle toute ma vie de ce moment où j'étais devenue femme. Ça, c'est un rite, voilà, de passage. Donc du coup, et puis voilà, donc il y a quand même un imaginaire autour de ça. Alors qu'autour de la ménopause, franchement, c'est même pas tabou, c'est pire que tabou, il y a rien du tout. Enfin, moi, je le vois. Nathalie, toi qui vois des entrepreneuses, en fin de compte, des entrepreneuses qui souvent, elles approchent la cinquantaine, elles cumulent en fin de compte. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'a récupéré. Est-ce que tu penses est-ce que tu n'as pas toujours l'impression, un peu comme dans l'entrepreneuriat, que cette histoire de ménopause et de problèmes féminins, c'est toujours en regard d'un regard d'homme, et regarde même dans le monde du travail, on en parlait régulièrement, on est toujours un peu la parité, ou c'est toujours un peu compliqué, quoi, on va dire. Alors, ça fait un petit peu d'écho. C'est mieux là? Je sais. Oui, c'est parfait. Oui, alors je suis complètement d'accord aussi avec Sophie, c'est que de toute façon, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'entreprise, au niveau des postes de direction, moi j'ai également une autre activité où j'ai une agence de com. On s'est amusé à se dire, tiens, quelles sont les directrices générales de nos clients? On n'en a pas. Donc, OK. Et ensuite, pareil, par l'entrepreneuriat. Donc, il y a l'invisibilité des modèles, l'invisibilité, puis en même temps, justement, on a du mal à se projeter parce que les modèles dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat ne nous ressemblent pas, parce qu'effectivement, ce sont des cas à part, des cas atypiques. Donc effectivement, après, alors c'était le cas aussi dans les publicités. Ça commence à changer un peu. Dans des questions tout à l'heure aussi, on évoquera j'avais noté, on commence à voir des femmes de plus de 50 ans épanouies à la une des médias, mais c'est quand même assez récent, hein. Donc, on commence à dire, ah ouais, tiens, finalement, je sais pas, Sophie Marceau, elle est pas mal. Laura Adler, ce matin, on en discutait, 70 ans. Je sais pas, voilà. Donc, plus on verra de femmes différentes, plus on verra, on peut être complètement tout différent, mais en tout cas, je cherche le terme, mais ça va revenir. C'est vraiment être comme on a envie d'être et pas dans un stéréotype. On est toutes différentes et chacun doit approcher celle qui a envie d'avoir les cheveux longs, blancs, verts, garder ses rides, se maquiller, etc. Mais aujourd'hui, on n'a que certains modèles qu'on nous met en face, et ce qui fait qu'on se sent mal parce qu'on rentre pas dans ces cases-là. Et donc, effectivement, s'ajoute aux troubles qu'on a dans ces périodes-là, le trouble de l'image et de l'invisibilité. Justement. Ouais, alors voilà, vous m'amenez à ma deuxième question, à la deuxième thématique, c'est que on a aujourd'hui l'impression que la réponse à ces bouleversements est essentiellement d'ordre médical. Et si on a récupéré Pierre, je ne sais pas s'il m'entend, je voulais savoir quel constat il fait des réponses apportées aux femmes par le corps médical. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, Pierre, vous m'avez quand même dit que globalement, beaucoup de médecins n'écoutaient pas la parole des femmes à cette période de leur vie. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que
en fait, ce qui se passe, c'est que la ménopause, c'est un moment que vit la femme que la société a toujours voulu ignorer. C'est-à-dire qu'une femme ménopausée, dans notre société, c'est une femme inutile parce qu'elle ne peut plus enfanter. C'est l'archétype, la thématique, c'est un peu ça. Donc, et les femmes, à ce moment-là, elles aussi, pour une part, se considèrent dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'elles ne valent plus le coup, quoi. La ménopause, c'est une petite mort, hein, dans l'inconscient collectif et des femmes. Et en fait, quand on regarde la façon dont les femmes abordent médicalement la ménopause et dont elles sont abordées, on a longtemps dit que les femmes étaient pas traitées, maltraitées, trop traitées. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes ces problématiques de sensation de santé autour de la ménopause. Il y a des ménopauses très, très différentes. Traiter trop tôt, c'est une ineptie. Donner des substituts hormonaux trop tôt, c'est une ineptie. Et c'est pour ça qu'une partie des femmes prennent du poids. La ménopause, ce n'est pas une fatalité de prise de poids. La prise de poids n'est que liée au fait que ce soit trop traité, maltraité ou traité par-dessus la jambe. Donc, en fait, il y a un vrai rapport entre le médecin et son patient à ce moment-là, pour voir à quel stade est la femme, quels sont ses sentiments. C'est tout à fait ce que disait sur le dialogue absolument nécessaire, sans tabou, avec le délégataire de santé, qui est soit un gynécologue, soit un endocrinologue, soit son médecin généraliste, et avec cette espèce d'ouverture d'esprit où on parle aussi de sexualité, de libido, de tout un ensemble d'éléments, et tout ça aboutissant à une prise en charge qui peut être psychologique d'ailleurs par ailleurs, et une prise en charge thérapeutique qui doit être absolument adaptée. C'est ce qui fait la différence de la médecine française, par exemple, par rapport à la médecine américaine sur la ménopause. Toutes les femmes américaines sont bourrées d'hormones, elles sont très contentes parce qu'elles sont persuadées que c'est un anti-vieillissement. C'est pour ça que le traitement hormonal en France, à un moment, a été remis en cause, parce qu'on a eu une étude américaine qui montrait qu'il y avait plus de cancers avec les traitements de ménopause, mais cette étude, elle était américaine pour des femmes qui étaient surtraitées et toutes pareilles. Donc, aujourd'hui, la France a la chance d'avoir des médecins plutôt intelligents qui sont capables de faire ça. Sauf que ces médecins, j'allais dire, démissionnent de leur mission et se tournent vers autre chose. C'est-à-dire que les gynécologues aujourd'hui font plus de traitement de la fécondité, s'occupent plus de chirurgie, s'occupent plus de naissance. La ménopause, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus, qui ne les intéresse pas trop. C'est pas très... Quelque part dans la ménopause, intellectuellement, les gynécologues ont été très embarqués dans un système hospitalo-universitaire chirurgical. La ménopause, c'est pas marrant, quoi. C'est pas rigolo, c'est pas un truc technique, parce que ça aborde la psychologie, le dialogue, du temps passé. C'est pas très rémunérateur de s'occuper d'une femme qui a la ménopause. Et puis, c'est tabou. Il n'y a pas de raison que les médecins n'aient pas de tabou non plus. Donc c'est aussi pour un médecin de tomber le masque et d'être capable de parler de choses qui ne sont pas forcément dans son éducation. Donc c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réponse facile pour une femme. C'est pas facile de trouver un médecin qui ait cette attitude et dialogue et de prise en compte physiologique, de prise en compte métabolique, de prise en compte thérapeutique adaptée à chacune. Parce que ça peut être très tôt, ça peut être moyennement tôt, ça peut être très tard, ça peut être très long. La préconisation des autorités de santé, c'est pas de traitement de plus de 10 ans. Ben, je suis désolé, il y a des femmes qui ont besoin de traitements hormonaux substitutifs bien au-delà des 10 ans. Donc voilà, donc tout est assez mal fichu et le vrai travail des femmes aujourd'hui, c'est de trouver le thérapeute, le médecin, qui sera à l'écoute de ça, et il faut que la femme en question soit capable de se livrer avec ce médecin. C'est-à-dire qu'il y a un fit. Comme avec un psychothérapeute, il faut que ça fit, il faut que ça marche et que le dialogue soit ouvrable. Mais c'est vrai qu'il y a ce déficit. Et puis, la ménopause n'est pas très enseignée, en fait, dans les cours de gynécologie, dans le parcours de gynéco. Et puis surtout, la spécialité s'acquiert dans des passages de services hospitaliers essentiellement médico-chirurgicaux, c'est-à-dire on fait de l'accouchement,
on fait de la fécondation, on fait des interventions, mais on ne fait pas de la ménopause à l'hôpital. Donc ces gynécologues qui sortent du réseau hospitalo-universitaire ne sont pas préparés à ça et n'ont pas la réponse. Et d'ailleurs, moi, je vois aujourd'hui les jeunes gynécologues femmes qui sortent, qui ont 35 ans, 40 ans, refusent en fait les patientes de ménopause, alors que ce sont des femmes, elles ont 35-45 ans, ça va leur arriver, et ben non, elles préfèrent faire de la fécondation et faire de l'accouchement. Donc il y a vraiment un état d'esprit très paradoxal face à cette spécialité. Et si je peux même rebondir là-dessus, au regard de ce que je vois dans le chat, j'ai l'impression que dans la ménopause, il n'y a pas cette sororité, parce que même entre femmes, entre copines, c'est quelque chose dont on ne discute pas. Alors, pour répondre à la question, alors Sandrine, sur cette question qui est très intéressante, on va demander à Sophie quel est le retour des femmes qui discutent avec elle sur son compte Instagram. Qu'est-ce que disent les femmes de cette intimité-là et de ce vécu-là? Alors, soit elles en parlent avec leurs sœurs, leurs copines, parfois leur maman. Ça arrive, mais beaucoup se trouvent vraiment dans une extrême solitude. Maintenant, moi, je dirais que peut-être que cette extrême solitude, c'est que comme on n'est pas, on n'a pas du tout imaginé cette période-là qui, malgré tout, arrive évidemment à la périménopause, enfin à la préménopause, c'est péri, quoi, tout ce qui se passe avant, la ménopause et l'aboutissement d'une période. Ensuite, il y a la post. Mais quand les choses commencent à se dérégler, en fait, on prend ça un peu par surprise aussi et on ne s'imagine pas du tout ce qui est en train d'arriver. Donc, du coup, on n'a pas les mots. Et effectivement, il y a une vraie gêne entre les copines, ça c'est clair, parce que la ménopause aussi est associée à, je dirais, l'entrée de la vieillesse. Donc, du coup, il y a un vrai refus. Il y a une forme de, il y a une espèce de forme de déni. Il y a une forme de déni, c'est-à-dire que on voit et on en parle régulièrement entre nous. On voit bien que sur les combats féministes, qui sont devenus des combats très inclusifs aujourd'hui, l'âge n'en fait réellement pas partie. Alors tout à l'heure, Nathalie, tu as cité Laura Adler. On commence à avoir des féministes d'un certain âge qui commencent à parler de cette question-là. Mais globalement, les féministes de la génération des millénials ne sont pas du tout emparées de la question. Elles ont, parce que je pense qu'il y a aussi un problème de projection, comment on se projette quand on n'a pas de modèle et de dialogue sur le sujet. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, et ça, Nathalie, tu vas pouvoir nous en parler, les marques de santé, est-ce qu'elles ont pris conscience de cette question-là, de comment, d'un axe de communication qui était globalement assez médicalisé, comment les marques de santé s'adressent aux femmes de cet âge-là aujourd'hui? Est-ce que ça a bougé déjà? Alors, je voulais juste aussi revenir, et où je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu disais, Sophie, je pense qu'on est un petit peu une étape, enfin un moment où on commence à parler de la ménopause, un peu comme, et je regardais dans le chat, on parlait pas non plus avant de grossesse. Moi, il y a 25 ans, je savais rien du tout quand j'ai accouché, heureusement d'ailleurs, finalement. Mais je veux dire, c'est sachant que je pense que c'est pas non plus la peine de potasser des milliers de livres pour se faire des grandes angoisses. Mais je veux dire, c'était des sujets qu'on n'abordait pas forcément, les violences bref, gynécologiques. Mais c'est vraiment des sujets où je suis vraiment ravie parce qu'il y a des moments où finalement je me retourne derrière en me disant waouh, qu'est-ce que ça fait du bien que certaines femmes parlent de ces sujets-là, et puis on se dit on n'est pas très courageuse par moment parce qu'on dit c'est super, c'est l'autre qui en parle. Mais je trouve que là, tu vois, comme toi Sophie, sur ton compte Insta, au début, j'avoue que je me suis dit ouais, ménopause story, ouais, et ben plus on en parle, plus ça devient un sujet, on commence à en parler entre amis, avec des jeunes, des moins jeunes, moins ce sera effectivement difficile à passer parce que ce sera une période où on va parler plus facilement de ce qui peut arriver. Et donc je trouve qu'il va se passer la même chose, et pour répondre à ta question Sophie, par rapport aux marques, parce qu'on est un marché.
hein, parce qu'entre 50 et 100, ça va faire beaucoup d'années. Donc, je pense qu'ils vont commencer à regarder. Et donc aujourd'hui, si vous tapez sur Google, ce que j'ai fait il y a quelques jours, quand Sophie, tu m'as envoyé ton petit conducteur, si vous mettez produits santé femmes plus de 45 ans, vous allez voir, c'est à pleurer, quoi. Donc, sujet numéro 1, minceur. Sujet numéro 2, beauté des cheveux et rides. Sujet numéro 3, attention à votre cœur. Sujet numéro 4, dépistage. Voilà, bon, ben, c'est à peu près. Donc, c'est à peu près ça. Et par contre, moi, je rajouterais qu'en train d'arriver, donc c'est arrivé vraiment, fallait chercher derrière les pages, mais tout ce qui est méditation, tout ce qui est, et ça va dans le sens de ce qu'on disait au début, questionnement. Il y a plein de choses, hein, et personnalisation, bilan, optimisation, et de se dire, j'ai envie d'apporter une touche positive, se dire, okay, je regarde en arrière. Alors il y a quelqu'un qui disait, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on se pose la question du sens. Non, bien sûr, mais au départ de notre vie et avec tout ce mouvement, de temps en temps, on n'a pas le temps de s'arrêter, de se dire, voilà, cette période peut permettre de se poser, de se dire, waouh, d'où je viens, où j'ai envie d'aller, et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et donc, effectivement, méditation, tous ces sujets-là commencent à arriver. Partage, réseau d'écoute, d'entraide. J'ai pas encore dit le mot que je voulais dire à la fin, mais voilà, on sent bien que c'est pas que médical. On n'a pas toutes les mêmes symptômes, voire même certaines n'en ont pas ou non, etc. Et j'ai pas encore lu d'ailleurs le livre. C'est pas que féminin. Hein, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que comme tous ces sujets, tant qu'on ne sera pas rejoint par les hommes comme Pierre ou comme d'autres qui partageront un peu notre questionnement, on n'y arrivera pas. Et donc, j'invite à sûrement lire le livre qui doit être magnifique d'Emmanuel Carrère sur yoga, qui parle justement de toutes ces techniques qui l'ont aidé pendant sa dépression. Je ne l'ai pas lu, mais je suis sûre que c'est un livre magnifique. Voilà, donc au-delà des sujets effectivement purement de santé, de questionnement, et là on en est très loin encore aujourd'hui, et les marques de santé, de tout type de marques peuvent nous accompagner justement à améliorer et à pas nous mettre dans des cases, à se questionner et à apporter des éléments positifs pour continuer à s'épanouir. Sophie, si je peux intervenir sur les marques, j'avais quelque chose à dire pour rebondir parce que j'aurais aimé avoir un avis. Depuis quelque temps, on voit fleurir à la télé des images sur les règles. Alors, on nous montre bien du sang, des trucs un peu bien glauquissimes et tout. Et moi, je trouve que c'est assez contre-productif parce que je trouve que ça montre une image des choses. En disant, ouais, vous voyez, les règles, on pensait, mais c'est vraiment horrible, il y a plein de sang. Enfin, voilà. Je trouve que à vouloir communiquer sur le sujet, donc comme sur les fuites urinaires, parce qu'entre 5 et 7 à la télé, c'est que sur les fuites urinaires, parce qu'évidemment, il n'y a que les femmes qui ont des fuites urinaires, évidemment. Je me dis, en fin de compte, toute cette espèce de publicité qui est faite par les marques autour du sujet, je trouve que, de mon côté, je les trouve assez contre-productives. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Pierre, d'un homme sur ce sujet-là, et de Sophie et de Nathalie, hein, mais voilà. Je pense qu'on va pouvoir, Pierre, vous pouvez répondre peut-être sur. Là, je parle très personnellement. C'est vrai que c'est très gênant, quelque part, de voir la matérialisation des règles sur un spot télé avec des détails anatomiques qui d'habitude sont réservés aux films porno. Voilà, et je pense que les femmes méritent plus de pudeur et plus de respect que cette espèce d'étalage de l'intimité qui est vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, je suis d'accord avec Sandrine, je pense que c'est très contre-productif, ça fera, mais est-ce que ça sert la cause des femmes? J'en suis pas bien sûr. Moi j'ai un petit avis là-dessus. Vas-y Nathalie, après Sophie. Voilà, donc pour moi en fait c'est une question de curseur. Effectivement, on a complètement on n'en a pas parlé pendant des années, voire des siècles. Là, on en parle un peu trop. Ça va revenir un petit peu au milieu. Je pense que par moment, c'est utile d'aller un petit peu loin ou d'être en colère ou de dire bon sang, on a quand même ça qui nous arrive tous les mois et que vous en avez rien à faire et que quand même c'est quelque chose. Donc, je trouve oui, effectivement, ça manque parfois de pudeur, mais ça a eu le mérite de mettre le sujet. Et de mettre le sujet pour les jeunes, moi je trouve ça bien, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus se voiler. Il y a des fois c'est douloureux, il y a des fois c'est difficile, et ça peut permettre finalement de faire passer des messages. Donc voilà, peut-être le curseur est un peu loin, mais ça ne me gêne pas trop. Moi. Bon, Sophie, sur le curseur
Bah, sur le curseur, moi, je trouve ça plutôt positif, contrairement à ce que, voilà, parce que, en fait, je suis entourée d'adolescents et d'adolescentes, puisque j'ai un fils de 13 ans et que je vois, en fait, les jeunes filles, justement, s'emparer du sujet, me parler de ça de manière extrêmement ouverte et décomplexée comme moi, j'aurais jamais pu le faire, savoir mettre des mots sur des choses, savoir aussi regarder leur corps, observer leur corps, exprimer des choses. Et moi, je trouve ça magnifique, franchement. Et ce mouvement-là, bon, alors évidemment, sur les spots télé, c'est pas forcément waouh, mais quoique, moi, voilà. Mais en tout cas, ça libère la parole. Moi qui suis quelqu'un vraiment qui me suis battue toute ma vie pour libérer la parole sur des sujets complexes, moi, je suis vraiment, je dis chapeau. Et finalement, quelque part, elle m'inspire aussi beaucoup pour pouvoir libérer la parole de la ménopause, qui alors est encore plus complexe que les règles à libérer. Ça, je peux vous assurer que je m'en fais des petits cheveux blancs en écrivant. Moi, je trouve que c'est courageux et effectivement, Bah, plus voilà, que courageux, c'est réussi parce que finalement, la pudeur, on nous a enfermés aussi dans une certaine forme de pudeur. Si les mots sont bien exprimés, si les choses sont bien dites, qu'on trouve vraiment voilà, la bonne façon. Pour moi, en tout cas, je vois les mômes, franchement, je suis épatée par leur engagement, je dirais, à être femme. Je me dis qu'elles seront, je vais prendre un terme un petit peu peut-être vulgaire, mais elles seront peut-être un peu moins connes que moi. Voilà. Alors peut-être que sur la communication où on parle pour l'instant plutôt des fuites urinaires, peut-être que justement le discours va changer et évoluer. Et pour justement, ce qui montre bien quand même qu'on entre dans une période qui marque vraiment le début de l'effacement, de l'invisibilisation des femmes dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi pourquoi cette invisibilisation? Parce que ce passage est marqué par un changement et un bouleversement qui se voit sur le corps. Et est-ce que, et ça, je vais poser la question peut-être déjà à Pierre, est-ce qu'on sort d'une norme physique? Est-ce que c'est parce qu'on sort d'une norme physique qui n'existe pas, mais qui est idéalisée comme telle, sur un modèle extrêmement jeuniste? Est-ce que du coup, et qui ne correspond à personne, est-ce que c'est parce que cette norme dont on ne ferait plus partie, et c'est la première conséquence de cette invisibilisation? De toute façon, il y a effectivement un hiatus entre la façon dont évolue le corps de la femme dans ces périodes-là et la quête des femmes, de certaines femmes, hein, il ne faut pas généraliser, hein, de certaines femmes, d'une éternelle jeunesse et d'une éternelle silhouette adolescente avec la mini-jupe qui va bien et les talons hauts. Et pas accepter de cette transformation assez naturelle qui peut être tout aussi élégante, tout aussi magnifique. Et les femmes savent très bien jouer de ça, en fait. Et cette quête de l'éternelle silhouette de ses 30 ans ou de ses 25 ans crée un vrai décalage psychologique et une vraie souffrance, en fait, de quelque chose d'inatteignable. Donc, c'est jamais bien. Donc, ça remplit les consultations de chirurgie esthétique, ça remplit de médecine esthétique, ça remplit tout un nombre de réactions assez superficielles. Alors que vous parliez de Laura Adler tout à l'heure, et il y a un certain nombre de femmes intellectuelles qui ont complètement accepté leur vieillissement, leur changement de couleur de cheveux, et en gardant leur énergie et leurs marqueurs de bonne santé, tant physique que morale. Donc, cette quête du jeunisme est un échec annoncé, et forcément très destructeur pour les femmes. On voit que, enfin, moi je vois dans mes patientes, celles qui sont en de cette espèce d'image absolue, sont prêtes à faire n'importe quoi et être dans le déni de ce moment de vie dont on devrait profiter. Et comme vous parliez tout à l'heure aussi, du départ des enfants, et tout ça, enfin, ça fait partie de cette phase-là qui est forcément compliquée, mais la réponse, c'est pas garder l'image d'éternelle jeunesse avec les atours de la grande adolescence. Sophie, qu'est-ce que disent les femmes de ce nouveau corps dans tes conversations avec elles sur Instagram? Comment elles le vivent?
Plus ou moins bien. Il y en a qui le vivent bien parce qu'elles effectuent un petit travail sur elles-mêmes, elles font attention à leur alimentation, elles reprennent le sport, elles comprennent que c'est un nouveau rendez-vous avec elles-mêmes. D'autres pour qui c'est plus compliqué parce que justement, il n'y a pas de conversation, tout est très tabou et rien n'est traité. Donc, ça peut être l'un comme l'autre. En tout cas, c'est un corps qui évolue, ça c'est certain. C'est un corps dont moi j'essaie de parler le plus possible finalement. Je me rends compte que je m'axe moins sur le symptôme en tant que tel, mais plutôt sur vraiment ce qui se passe intimement et comment les choses se passent. C'est un corps qui évolue et c'est un corps qu'il faut accompagner. Alors ça, elle le souhaite ardemment. Elle cherche pas mal de solutions naturelles. Je reçois évidemment pas mal de commentaires, c'est vrai, mais je reçois surtout beaucoup de messages personnels où là, elle se livre beaucoup plus et elle cherche des solutions. Elles sont en quête de solutions. Non, mais quand on parlait tout à l'heure de jeunisme, par exemple, la transformation du corps féminin au moment de la ménopause, c'est une transformation de la répartition des graisses qui se mettent autour de l'abdomen. Ça, on n'y peut rien. Même si on prend un traitement hormonal substitutif, même si on fait des régimes drastiques, on n'y peut rien. Cette transformation, elle peut être plus ou moins importante et plus ou moins contrôlée, mais elle existe, elle est là. La modification de la texture de la peau, elle est là. Donc voilà, c'est très difficile à mettre pour certaines femmes. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est dans multiples, au travers de sites, de chats, de médecins, de psychologues, de psychothérapeutes, de bonnes copines. Enfin bon, voilà. Je pense qu'il faut du dialogue au travers de tout ça, de ce qui existe et la façon dont les choses se transforment vraiment. Les femmes qui sont à la ménopause et qui viennent vous voir et que vous dites « Docteur, je ne comprends pas, j'ai pris 5 cm de tour de taille », et qui ne veulent pas admettre que ce soit lié à cette transformation physiologique, ça nécessite des explications très, très patientes, quoi. Mais je peux me permettre, et puis ensuite, il y a peut-être Heidi. Oui, on passera la parole à Nathalie après sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que, en fait, c'est pas une espèce de ce qu'on appelle approche holistique du sujet, c'est-à-dire assez globale, parce que la femme, elle est dans la ménopause. Alors, on en parlait en rigolant avec Sophie, excusez-moi, souvent, en général, son mec, à 50 ans, il a tout d'un coup envie d'aller voir ailleurs, et nous, on se retrouve aussi dans une détresse sentimentale. Est-ce que c'est pas une approche, et comme le disait Pierre, avec une écoute globale, mais qui n'est pas que médicale, mais il n'y a pas de structure, en fin de compte, pour nous écouter et puis nous dire, bah ouais, je suis pas bien, mon boulot, mon mec, et en plus, j'ai des problèmes féminins. Nathalie, tu veux répondre? Alors là, en remettant peut-être la casquette nutritionniste, quand j'ai fait des accompagnements, moi j'ai envie de dire par rapport à ce que disait Pierre, c'est pas quand même une fatalité. Cette modification du corps pour avoir accompagné beaucoup de femmes, parce que de toute façon, alors moi je dis à chaque fois, regardez vos mecs, ils ont aussi du bide. Donc arrêtez, et peut-être même plus que les femmes, d'ailleurs le surpoids est un peu plus important. Donc j'avais souvent des femmes qui venaient me voir en me disant ouais, mon mec il trouve que j'ai grossi, et lui, je lui dis mais tu l'as regardé lui? Donc voilà, faites un peu de sport ensemble. Donc enfin, c'est ça aussi, c'est qu'on a l'impression que tout nous tombe dessus, alors que si on regarde, ça peut arriver à tout âge de la vie de prendre du poids, de se sentir pas bien. Donc à cette période-là, j'ai l'impression qu'on a double peine, quoi. Il y a l'âge, le vieillissement, plus. Donc non, je pense que par petites touches, moi j'ai vu des femmes de plus de 45 ans, mais s'épanouir, retrouver une joie de vivre, une silhouette qui leur convenait, qui est peut-être différente de certains modèles, différentes quand elles avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ça, on s'en fout. C'est aussi le regard. Effectivement, aussi, il y a le questionnement des séparations, parce qu'effectivement, je n'ai pas regardé les stats, mais probablement que c'est un âge où il y a le plus de séparations, et beaucoup de questionnements, et beaucoup d'hommes qui vont avec des femmes plus jeunes. Donc, effectivement, c'est la triple peine. Là, j'ai parlé de la double, mais de se dire, voilà, on a envie et c'est cette quête du jeunisme qui est complètement ridicule, effectivement, mais qui est aussi un constat de réalité quand les hommes regarderont aussi à l'intérieur comme à l'extérieur, on n'en sera peut-être plus là. Mais donc, rien n'est une fatalité pour moi, par contre. C'est en termes de nutrition,
Moi, j'ai fait des accompagnements où on redécouvre vraiment une façon différente de manger, parce que de toute façon, au cours de notre vie, qu'on soit homme ou femme, on a de moins en moins besoin. Voilà. Donc, comment on mange mieux, qu'on soit homme ou femme, pour éviter de prendre trop de poids? Comment on retrouve une activité? Et là, l'avantage, effectivement, c'est qu'à 50 ans, souvent, on a un peu plus de temps. Et donc, on peut trouver une activité qui n'est pas de se mettre à faire un semi-marathon, mais qui peut être de faire de la marche active, de se balader, découvrir. Enfin, il y a plein de choses à faire en termes d'activité. Moi, j'ai des amis qui se sont mis à faire de la natation en extérieur. C'est un sport extraordinaire, enfin, voilà, et qui ont une silhouette bien mieux qu'à 20 ans. Donc, franchement, il n'y a pas de fatalité. Par contre, la seule chose que j'ai vue qui marche bien, c'est quand ça nous plaît. Et ça, je pense qu'à 50 ans, on n'a plus l'âge de se dire on va faire des trucs qui ne nous plaisent pas. Donc, on va regarder dans sa vie et se dire tiens, j'ai envie de faire ça, ça me plaît. Et pas regarder les injonctions et pas regarder effectivement des modèles, se dire voilà, je vais adapter. Et ce que dit sur Sophie par rapport à son Menopause Story, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas, et pas se voiler la face. En parler. Et ça, je pense que toute cette parole qui se libère, ça fait vraiment du bien en disant mais je suis pas toute seule. Tiens, qu'est-ce que tu as fait toi? Comment on peut, voilà. Et aussi se personnaliser, parce que ce que fait la copine, ce que fait la mère, ce que fait la sœur, c'est pas forcément ce qui nous convient. C'est reprendre sa vie en main. Ça, je pense que c'est super important. Moi, j'ai une chose à dire. Sophie, tu voulais rebondir, oui? Oui. J'ai plusieurs choses. Pour moi, la partie la plus importante, c'est la partie, ce qui concernerait vraiment l'acceptation, effectivement, d'aller ouvrir un nouveau chapitre. Donc, c'est vraiment la question de comment on ouvre le nouveau chapitre. Et ensuite, moi, j'ai une chose qui me titille, c'est de dire qu'en fait, c'est pas la triple peine, parce que souvent, moi, autour de moi, en ce moment, j'entends pas mes copines me dire « je suis larguée par mon mec ». C'est le contraire. Mais sont tous en train de larguer leur mec. Alors, je vais revenir, on parlera. Moi, la triple pleine, elle n'est pas forcément d'être larguée par son mec s'il est con, tant mieux. Mais c'est pas forcément con, c'est qu'elles ont une étape de leur vie, elles ont passé 20, 30 ans, et là, elles se disent, voilà, elles ont besoin d'un refresh, quoi. Je pense que le terme nouveau printemps, second printemps est tellement exact pour décrire la ménopause que là, d'un coup, t'es pris. J'ai essayé d'expliquer ça, et c'est compliqué, mais c'est comme une forme de tsunami d'abord, où tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Et après, waouh, c'est une autre définition, en fait. Quand je dis la triple peine, ça va être les éléments associés. C'est par exemple, et ça, on a énormément de cas, c'est le problème de l'autonomie financière. Ça, on est d'accord. Donc ça, c'est la peine associée. Je voulais en reparler tout à l'heure, mais pour moi, c'est le nerf de la guerre. Justement, on va rebondir sur cette question-là, puisque quand on parle d'invisibilisation, il n'y a pas que l'invisibilisation physique, il y a aussi l'invisibilisation professionnelle, qui est un vrai sujet. Et Nathalie, quel regard toi tu poses sur les atouts de cette génération, parce que finalement elles ont plein d'atouts, elles sont déchargées d'éducation en général, bon, même s'il y a une charge mentale importante avec la prise en charge des générations vraiment seniors, avec ce mot que j'aime pas mais qui s'appelle les aidantes et qui sont, on sait, à plus de 90% exercées par les femmes de cette génération-là. Quels sont les atouts d'une femme de 50 ans qui fait que c'est aberrant de les exclure de la société et notamment professionnellement? Alors, ça se mélange un petit peu là dans ma tête dans tout ce que je voulais te dire, mais oui, ça fait beaucoup de. Le passage mère au foyer et après aidante, c'est une espèce de continuité. C'est j'ai passé ma vie à être au chevet des autres. Moi personnellement, c'est pas ce que j'ai choisi, mais je trouve que c'est vraiment dur parce qu'effectivement, on a l'impression qu'elles sont mises de côté. C'est vraiment très dur ces statuts-là parce que c'est pas reconnu et pourtant il y a vraiment beaucoup de compétences. Donc moi, mon regard sur justement la femme de 45 ans, d'une manière globale, que ce soit toutes les situations, c'était la volonté de prendre, ou en tout cas reprendre sa vie en main. Je trouve que c'est un point commun à un moment donné où se dit et se pose la question pour prendre sa vie en main de l'autonomie financière. Et ça, je trouve que tant qu'on n'aura pas un statut de chargé de vie professionnelle avec une rémunération, de vie familiale avec une rémunération, en tout cas un statut, on sera toujours sur cette espèce de statut bancal. Donc, l'autonomie financière permet à la femme de se dire j'ai envie de changer et je peux le faire. Sinon, si dans le couple ou si dans la situation ou si on est seul, on ne peut pas se dire je vais tout
tout changer si on n'a pas ce minimum d'autonomie. Donc pour moi, la femme de 45 ans, elle a des compétences, elle peut mettre à profit, mais elle peut aussi aller développer de nouvelles compétences. Et là, si elle n'est pas autonome, c'est difficile. Et donc, je pense que pour la femme comme pour l'homme, au-delà de 50 ans, c'est une période formidable parce que c'est une période d'hypermaturité. C'est-à-dire qu'on a vu plein de choses, on a appris plein de choses, on a pris de la distance, on a pris de la philosophie, on a pris de la matière, on est devenu épais. Pas que physiquement, on est devenu épais intellectuellement. Et cette épaisseur n'est pas reconnue par la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère donner un moindre salaire à quelqu'un qui n'a pas d'épaisseur plutôt que pour reconnaître la valeur de cette épaisseur intellectuelle qui donne même de l'âme à l'entreprise ou au projet auquel participent les gens de plus de 50 ans. Que ce soit hommes et femmes. Parce que oui, mais pour vous dire, le problème des femmes, c'est qu'il y a une partie qui n'a pas travaillé. Donc, en plus, c'est une difficulté supplémentaire de rentrer dans l'entreprise. On est d'accord, mais il y a un rattrapage qui est en train progressivement de se faire. Les femmes rentrent de plus en plus dans la vie professionnelle, ça se fait, c'est trop lent, on est bien d'accord, mais je pense que le problème, c'est qu'on est dans une société où quelqu'un de plus de 50 ans, que ce soit un homme et une femme, est persuadé qu'il ne va pas retrouver de boulot. Oui, et la société lui répond qu'elle ne va pas lui donner de boulot. Donc vous voulez dire qu'il y a des biais, et les stéréotypes ont été si bien intégrés qu'en fait, on est le meilleur ambassadeur de sa perte, quoi. La meilleure ambassadrice. Bah oui, bien sûr. Alors, en même temps, Pierre, on est persuadé de ne pas retrouver à 50 ans, les chiffres sont là. À 50 ans, le problème, c'est qu'on a acquis effectivement cette épaisseur intellectuelle et compétences, et donc on a un niveau de prix qui fait que quand on est en période de crise, on n'embauche pas des seniors parce que de toute façon, on n'a pas les moyens d'eux. Donc là, je travaille actuellement avec quelqu'un qui justement monte un cercle pour aider les personnes qui n'ont plus de travail après 50 ans. Ils n'ont que le choix d'être indépendants parce qu'ils n'auront plus par rapport à la rémunération, par rapport à l'expertise, et entre guillemets, ils ne vont pas aller se brader. Donc effectivement, c'est vraiment difficile à 50 ans pour les hommes, hein, mais encore plus pour les femmes qui, elles, n'ont même jamais travaillé. Parce que là, ça reprend exactement. On a eu un webinaire là-dessus. On avait démarré là-dessus de façon un peu provocatrice en disant que les femmes de 50 ans étaient les meilleurs atouts pour relancer l'économie, et on en reste intimement persuadés. Là, j'aimerais qu'on en vienne à une partie qu'on a suggérée tout au long de ce webinaire. La question, je la pose, mais moi j'ai la réponse. Les femmes sont-elles suffisamment informées sur cette période de pré-ménopause, périménopause, de quoi parle-t-on, et voir avec cette information ou ce défaut d'information, comment ça véhicule des stéréotypes souvent erronés. Pierre, quel défaut d'information majeur vous constatez quand des femmes viennent vous voir dans votre cabinet sur le sujet de la ménopause? Le manque d'information tient à plusieurs raisons. C'est-à-dire que comme la ménopause n'intervient pas pour tout le monde au même moment et de la même façon, c'est parfois très surprenant. C'est ce que disait Sophie, et ça lui est tombé dessus. Donc il y a ce manque de prévisibilité du moment. Et puis le jour où on sent, mais dans d'autres cas, en fait déjà les choses sont en route depuis un certain temps. Et cette pré-ménopause, c'est comme l'avant-grossesse, en fait. Ce sont des choses qu'on ne prépare pas assez et qui ne sont pas assez évoquées par le corps médical avec les patients avant que ça n'arrive. C'est-à-dire que voilà, on prépare d'autant mieux ce passage qu'on en parle avant. Et cette information avant n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a, enfin, certains ont peut-être eu des informations avec des gens particulièrement bien disposés pour ça, mais globalement, il n'y a pas cette information. Et après, on court après quelque chose. Une fois que la ménopause arrive, on court après quelque chose, et je ne dis pas que c'est trop tard, mais ça devrait être le continuum de ce qu'on aura déjà enseigné avant, de ce qu'on aura déjà évoqué avant, avec un débat qui aura déjà été ouvert, et donc une approche ou thérapeutique ou pas, mais qui sera déjà très acceptée. Et sur il y a
Non. D'accord. On vous a, On l'a perdu. Pause. on vous a perdu, Pierre. Je vais passer la parole à Sophie. Et je vous récupère après. Est-ce que ce manque de témoignage, Sophie, tu le retrouves sur ton compte Est-ce que les femmes sont comme toi un peu tombées de l'armoire quand elles se sont rendues compte qu'elles étaient en pré ou en ménopause? Est-ce que le choc a été, je dirais, radical, alors que Pierre nous explique quand même que c'est un phénomène physiologique et évolutif et qui, j'imagine, enfin, on voit bien, ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des signes qui pourraient être avant-coureurs, comme une déprime, une légère dépression, ce sont des symptômes que l'on met sur le compte d'autre chose? Oui, en général, on met ça sur le compte d'autre chose. Moi, par exemple, on m'a proposé du Prozac, donc c'est dire. Mais oui, la majorité des femmes, effectivement, ne sont pas du tout préparées, c'est ce qu'elles disent toutes. D'autant que la ménopause n'arrive pas toujours au même âge. Donc, il y a certaines femmes qui arrivent, qui ont eu des insuffisances ovariennes ou une ménopause relativement précoce. Et effectivement, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est la péri beaucoup. La ménopause, c'est finalement un point, voilà, le moment où ça y est, c'est là. Et je parle beaucoup de la péri. Moi, je ne suis pas encore ménopausée, donc du coup, je suis encore en chemin. Donc, je raconte beaucoup ce chemin. Et c'est un chemin, alors ça, je suis d'autant plus ravie que moi, j'ai des jeunes femmes qui suivent aussi le compte. Parce que moi, le but, c'est vraiment d'avoir un compte qui parle aux femmes, même des très jeunes femmes qui veulent savoir un peu comment ça se passe pour appréhender leur vie féminine dans la globalité. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Effectivement, la ménopause, elle s'installe entre 5 et 7 ans, donc on ne le sait pas, ça. Donc, voilà, le premier cycle, le premier signe avant-coureur, c'est, il me semble, Pierre me corrigera peut-être, mais l'irrégularité du cycle. Ça, c'est quand même le moment où tu commences à te dire qu'il peut se passer quelque chose, mais parfois, elles ne mettent pas ça sous le compte de la ménopause, enfin, d'une périménopause, une ménopause qui s'installe. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de transmission, et tu t'apprends dans la figure. Ouais, c'est brutal. Et je ne sais pas si on a récupéré Pierre, mais peut-être on va passer la parole à Nathalie sur ce sujet-là. Et peut-être Nathalie avec un angle plus spécifique aux marques de santé. Est-ce que justement, tu t'as constaté qu'il y avait un développement spécifique de produits faits par des marques de santé liées à la ménopause qui diversifient des solutions qui sont hors du champ strictement médical? Est-ce que cette prise en compte holistique, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, est-ce que justement pour accompagner ces premiers symptômes ou modifications physiologiques, hormonales, est-ce que les marques ont procédé à cette diversification? Et si elles l'ont fait, est-ce que c'est quelque chose qui s'intensifie? Alors, pour être… en fait, comme il y a une méconnaissance complète de ce sujet, je dirais que aujourd'hui, ce qu'on constate dans toutes les marques qui parlent aux femmes de plus de 45 ans, c'est que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, qui effleurent, puisqu'on n'a pas de connaissances. Et je suis d'accord aussi avec Sophie, c'est en fait la méconnaissance de tout ce cycle de la femme. Alors, on commence à mieux connaître pour les plus jeunes, mais la ménopause, on découvre, c'est un peu, enfin, la plupart des femmes que j'ai autour de moi, ça leur tombe dessus aussi, exactement ce terme qui est utilisé, et elles la découvrent, et tout d'un coup, elles en parlent à leur mère en disant, mais c'est arrivé à quel âge, toi? Elles en avaient jamais parlé avant. Donc aujourd'hui, moi, je dirais qu'il y a un terrain mais énorme de développement, de produits, d'accompagnement. On n'en est qu'au début, parce que je me suis amusée à regarder justement les thématiques 30 ans, 40 ans, 50 ans. 30 ans, on est dans l'action, beauté, gestion, un petit peu de prévention, les lendemains de cuite, l'activité. Voilà. 40 ans, on est dans la nutrition, beauté, maternité. Quelques débuts de changement physique, on est un peu dans une espèce de période de crise à 40 ans. Et à 50 ans, on a soi-disant l'épanouissement, puis alors là, il n'y a plus rien en termes de produits. J'ai regardé, voilà. On a juste des petites gélules, des petits trucs par-ci, par-là. Donc là, moi, j'invite toutes les marques à travailler sur ce sujet justement de la femme dans tous ses âges, à faire des études, à mieux connaître, parce qu'on n'y connaît rien. Voilà, on est accompagné soit par des femmes qui l'ont pas vécu, soit qui veulent pas nous en parler, soit par des hommes qui le vivent pas. Donc j'ai envie de dire,
ça va pas changer. Donc, je pense que parlons-en déjà entre nous. Donc, ce que fait Sophie, c'est extraordinaire parce que finalement, ce sera de moins en moins tabou si des jeunes femmes viennent s'abonner en disant, bah tiens, oui, effectivement, j'avais entendu ça, j'en avais parlé avec ma mère parce que j'étais à l'écoute de ce qui arrivait à ma mère, à ma sœur, à ma copine, parce qu'on a des mères, des sœurs, des copines de tous âges. Et donc, ça deviendra moins tabou et donc on pourra apporter des solutions parce que évidemment, on est toutes différentes. Donc, moi, j'ai pas envie de la solution qui va aller à Sophie ou qui a été à ma mère, mais j'ai envie d'une solution qui va être adaptée aux problématiques. Mais si je ne sais pas déceler et si je n'ai pas su mettre des éléments sur ce qui m'arrive, je ne vais pas trouver de solution. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, j'invite à vraiment creuser ce sujet, que ce soit par des groupes de parole, par des études, par de la science. Et nous, on ouvre avec certaines marques avec qui on travaille. Moi, j'avais lancé un produit pour femmes de plus de 45 ans à l'époque, quand j'avais 27 ans. Donc, je vais le ressortir. Il s'appelait Jour après jour de Lactel. Et le claim, c'était de dire jour après jour, je m'épanouis. Et je l'ai lancé, j'avais 27 ans. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Pierre, on avait été coupé. Attends, Oui. Sandrine, je redonne la parole à Pierre qui a été coupé tout à l'heure pour que vous terminiez ce que vous étiez en train de dire sur le défaut d'information. Et après, je te repasse la parole, Sandrine, pour les questions, j'imagine. Oui, je crois que le défaut d'information, il est énorme. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai entendu quand j'ai réussi à me reconnecter, il y a aussi des sources d'optimisme. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui est décédée en 1965, donc ça ne me rajeunit pas du tout. Elle avait 62 ans et c'était une très vieille femme. C'était une très vieille femme d'aspect, dans son déplacement, tout ça. Aujourd'hui, une femme de 63 ans, c'est une jeune femme. C'est une Merci. femme. Non, mais c'est ça. C'est une femme avec un tonus, avec une intelligence, avec une curiosité, avec un développement personnel. Je pense qu'on a beaucoup progressé, heureusement, dans ces 50 années. Et on le voit d'ailleurs sur l'espérance de vie des femmes, qui a cru beaucoup plus que celle des hommes et qui a atteint aujourd'hui les 83 ans à peu près. Donc, voilà. Donc, il y a des sources d'espérance. Les sources d'espérance, c'est la bagarre des femmes pour ce droit-là. C'est la bagarre de la science pour cette façon d'arriver à soutenir l'envie des femmes. C'est le rejet de l'obscurantisme qui aujourd'hui fait que plein de gens, plein de femmes sont dissuadées de s'occuper d'elles dans ces moments-là. Et ça, c'est la parole de chacun qui doit œuvrer à ça. Voilà, donc je pense que l'information, elle peut venir effectivement des sachants, mais il faut qu'elle vienne de tout le monde. Et chaque femme ayant sa ménopause, elle est sachante d'une part de son expérience. Et donc, elle peut transmettre, pas forcément à ses enfants, mais à ses copines, aux gens qui l'écoutent et aux gens qui peuvent l'entendre, des informations qui permettra à la voisine qui n'était pas ne se sentait pas concernée de prendre une part dans l'évolution de son cas personnel. Voilà, je crois qu'on progresse très lentement, trop lentement, ça ne va pas assez vite, mais il faut donner chacun notre petite pierre à cet édifice qui est en cours de construction. Comme disait tout à l'heure Nathalie, c'est vrai qu'il y a la femme de plus de 50 ans dans la conso, elle n'est pas très écoutée parce que c'est avant qu'elle est écoutée. Hein, mais pourtant, elle a un sacré pouvoir d'achat. Elle a un pouvoir d'achat qui est quand même globalement plus important. Et que elle a autant de besoins, enfin, elle a autant d'envie aussi. Donc voilà, il y a des tas de dossiers, des tas de chantiers qui sont ouverts. Moi, je suis assez optimiste et je pense que ce genre de webinaire permet aussi d'avoir une parole positive, pas béate, hein, mais positive, qui permet aux femmes qui nous écoutent et qui peuvent être atteintes de prendre les choses de façon personnelle en main et pour avancer. D'accord.
Merci Pierre. Sandrine, tu voulais intervenir? Alors, moi, j'interviens parce que en suivant le chat, et ça rebondit un peu sur ce que disait Pierre à l'instant, un problème d'éducation. Et je pense que l'éducation vient aussi de nos mamans, de nos grands-mères, et où déjà c'était un sujet, tout le monde le dit, assez tabou déjà dans nos propres familles avec nos propres mères et nos propres grands-mères. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes premières règles, c'était un drame. Ma mère m'a pris dans ma chambre et tout. Alors, je ne parle pas que d'aller discuter avec elle de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'on ne discutait pas de ces choses-là. Et là, c'est ce que je vois dans le chat, c'est que les gens nous disent, mais ouais, éducation, éducation. Et en fin de compte, faire passer le message un peu, c'est ce que fait Sophie, en fait, faire le passeur pour qu'au final, on sache que ça existe et que ben, c'est comme tout le monde, c'est comme les problèmes de poids, personne n'est à l'abri. Les gens qui vous disent qu'ils sont maigres en mangeant tout et n'importe quoi, ben, ça n'existe pas, n'est-ce pas, Pierre? Donc voilà, donc c'était juste pour rebondir sur ce que dit, mais comme Pierre l'a dit, voilà, sur l'éducation et comment, en fin de compte, faire pour que bah, tout le monde en parle, enfin que les mamans en parlent à leurs filles Et à leur fils. Et à leurs fils, oui, évidemment. Et leur fils. Et justement, ça me fait une très belle transition pour cette dernière grosse question sur laquelle on va un peu débattre. C'est quelle part peut jouer tout ce qui est externe, c'est-à-dire on va voir l'alimentation, le sport, pour faciliter cette évolution physiologique, parce que il n'y a pas que la physiologie, il y a tout ce qui est lié au mental. Et justement, comme le dit Sandrine, et ça, c'est ma question va vers Sophie. Est-ce que le fait de simplement en parler, ça peut suffire à effacer un certain nombre de symptômes, je dirais d'abord d'ordre psychologique et puis peut-être aussi de symptômes physiques, puisqu'on sait souvent que le psychisme a une grosse influence sur la réaction que peut avoir notre système et notre corps, Sophie. Je ne sais pas si je pourrais vraiment affirmer ça, tu vois, d'une manière aussi péremptoire plutôt. Mais ce que je peux vraiment dire en revanche, c'est que le fait d'en parler permet déjà de remettre la chose dans un scope plus acceptable. D'en parler aussi, parce que là, j'ai reçu pas mal de messages dernièrement de femmes qui me disent qu'elles montrent les posts, les stories, donc justement à leur mari pour pouvoir commencer à mettre des mots sur leurs émotions, commencer à partager et à engager une nouvelle façon de vivre ensemble, et à leur fils, à leur fille, etc. Et que donc une parole se libère. À partir du moment où tu commences à poser les choses, tu commences à voir les choses sous un angle différent et te dire que oui, tu peux aller imaginer d'agir vraiment positivement pour ta santé, de te reprendre en main. Aussi parce que tu peux être aussi encouragé dans des filles qui parlent en commentaire, etc. Moi, c'est ce que je vois arriver, c'est une forme d'énergie en réalité. Je ne dirais pas que le fait d'écrire peut stopper un effet, ça non, ou d'en parler. Non, mais en tout cas d'avoir une écoute. Oui, d'avoir une écoute. Oui, en fait, ça te permet d'entrevoir les choses d'une manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tranquille. Voilà, tu te sens moins seule en tout cas déjà. Et de te calmer, afin de trouver vraiment la force d'y aller, quoi. Ouais. Je dirais. Est-ce que justement, toi qui joues beaucoup avec les mots, est-ce que, comme moi, tu considères que le fait qu'il n'y ait pas un terme adéquat, en tout cas pour parler des femmes de notre génération, n'est pas aussi le marqueur de cette invisibilisation? Parce que moi, le terme senior, on est beaucoup à ne pas du tout s'y reconnaître. Pour nous, les seniors, c'est la grande seniorité ou plutôt le grand âge qui serait plutôt à partir de 70 ans. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais trouvé de mots justes pour désigner notre génération? Parce qu'on a des espèces de gloubi-boulga, de juniors, de je sais pas quoi. Les mots on les a pas trouvés. Est-ce que ça on dit aussi beaucoup sur cette incapacité à être vue dans la société? Oui, en fait, pour moi, à partir du moment où la chose n'est pas nommée, et ça, c'est vraiment une complexité que j'ai quand j'écris, je dois dire, c'est créer ce verbatim, enfin ces mots, quoi, ce vocabulaire. Ça sous-entendrait qu'effectivement, on n'a pas été visible, on n'a même pas été conçu, on n'a pas été conceptualisé. Effectivement, ces termes, comme tu dis, junior, senior, dans lesquels on se reconnaît pas. Moi, qui suis silver, je me reconnais pas non plus dans le mouvement silver, parce que j'estime que toutes les femmes sont pas forcément des silver et qu'elles n'ont pas forcément envie de l'être. Et oui, qu'est-ce que veut dire cet âge-là, principalement, et qu'est-ce qu'on exprime à ce moment-là? Oui, il faudrait pouvoir poser le mot dessus. Et c'est compliqué. Ouais. Et c'est compliqué. Après, juste
Après, je me disais finalement, je ne sais pas si la difficulté aussi de se dire, c'est que de se mettre dans une case, c'est un peu gênant aussi parce que finalement, tout à l'heure, je voyais dans le fil, vous parliez de femmes actuelles seniors. Je connais plein de femmes qui le lisent et qui le trouvent très bien. Moi, franchement, ça me correspondrait pas du tout. Donc, je me dis, il y a peut-être pas un terme. Peut-être il faut peut-être pas nous mettre dans des cases et laisser chacune s'épanouir comme elle a envie. Alors, Ouais, moi, je dirais mais c'est vrai, hein, c'est une réflexion que je me fais. Hein, ce que je me fais, Ouais, c'est mais que si tu veux, si tu veux, Nathalie, l'idée, c'est de se dire qu'à un moment où on ne peut pas nommer les choses ou oui, identifier les gens correctement, il n'y a pas d'existence. Enfin, voilà, je sais que, tout à fait. je C'est sais pour que ça que je me dis, mais je suis on a complètement Marina d'accord. Tomei qui était, ouais. Tout à fait, mais je suis d'accord et je voyais circuler aussi Femmes majuscules. J'avais beaucoup aimé et rencontré d'ailleurs Muriel. Elle était venue à Laval lors on avait créé un club qui s'appelait les Gonzesses. Alors tout le monde nous disait ah c'est nul ce terme. Après on a créé, enfin voilà. C'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver un terme. Moi j'ai un mot justement que je voulais partager et rebondir sur ce que disait Sophie. C'est finalement l'échange, l'écoute, la parole et la sororité. C'est la force qu'on peut avoir ensemble au lieu d'être contre les autres, d'être ensemble, que ce soit de tous âges, de tous horizons. Moi, je l'ai vu, cette force-là, dans les groupes d'entrepreneurs que j'ai marrainés ces 3 dernières années, mais c'est incroyable ce qu'on a pu dégager comme énergie pour s'entraider les unes les autres, quelles que soient les situations, quels que soient les âges, hein, parce que dans ces groupes-là, il y avait des jeunes femmes qui créaient leur boîte, des femmes qui changeaient de vie, etc. Et on a été d'une force et qui nous a permis une visibilité. Alors, il n'y a pas de terme puisque c'est là, je vous parle d'un club bouge ta boîte, hein, mais il n'y a pas de terme, mais c'est justement, c'est pour ça que je trouvais que c'est assez sympa aussi de trouver un terme qui correspond un petit peu à là, par exemple, c'est un réseau business de femmes entrepreneurs et on se retrouve dans ce terme bouge ta boîte en disant on avance. Et c'est pas une question d'âge. Mais ça a aussi été une entraide pour celles qui étaient plus âgées, pour celles qui étaient plus jeunes, qui ont cette difficulté aussi de créer sa boîte alors qu'elles ont des jeunes enfants, parce que qui se disaient finalement. Donc chaque période a ses difficultés. Mais le pire, je pense que c'est justement de l'occulter. Et donc en parlant, on trouve des solutions. Et cette sororité, je trouve elle peut nous permettre vraiment de rebondir. Et moi, je parlais en revenant sur la nécessité pour nous quand même de nommer les choses. Je reprendrai ce que dit Marina Tomei, qui est dans le chat là, et qui est la créatrice d'une commission qui s'appelle le Tunnel des 50, qui dit quand même toujours que ce qui n'existe, ce qui n'est pas représenté n'existe pas. Donc, mais c'est vrai pour les hommes aussi, hein. Comment dire, absolument. Donc, en fait, la sororité, oui. Alors peut-être l'accroître de manière plus importante. Et on va revenir à Pierre aussi, quand et revenir à la question qui était de dire qu'est-ce qu'on peut faire, alors psychologiquement, mais de façon très concrète, sur l'alimentation, le sport, pour influer sur le mental et pour traverser cette période de façon positive. Et peut-être que Pierre, là, vous pouvez rentrer peut-être un peu plus dans le détail, puisque moi, j'ai appris des trucs quand vous m'avez parlé du rôle des protéines et des lipides. Mais je suis peut-être la seule ignarde sur ce chat. Oui, je crois que la ménopause, c'est une forme de déséquilibre qui se constitue. Et en fait, ça doit se retransformer en un équilibre. Alors qui peut être thérapeutique autour des symptômes de la ménopause, mais cet équilibre, il revêt un élément. On a parlé de la vie professionnelle, de retour à la vie active. On voit par exemple des mères au foyer, comme on disait dans le temps, qui font maintenant des parcours de médiatrice, des choses comme ça, qui sont très intéressants. Donc, mais l'équilibre, c'est bon. Mais l'équilibre, c'est aussi avoir une vie équilibrée. Donc, c'est avoir une activité physique, parce qu'on n'est pas juste des hormones qui ne marchent pas et un cerveau qui tourne. On a un corps, on a des muscles. Et puis, donc l'activité physique est importante et la nutrition est importante. C'est être dans le plaisir et être aussi dans une espèce de prise de conscience que l'alimentation est un élément quasi thérapeutique.
Et c'est vrai qu'avec la ménopause, la masse musculaire, la masse maigre, la masse active, on le voit au niveau de la peau, a tendance à être mise en cause, enfin à fondre, à pu être assez vigoureuse. Et donc, c'est pour ça que quand on a préparé ça, je disais, dans l'alimentation, ce qui est très important, c'est l'équilibre général, effectivement, d'une alimentation, mais dans laquelle on vise à apporter deux éléments qui sont principalement utiles aux femmes au moment de la ménopause. Ce sont les protéines pour éviter la fonte musculaire, des lipides, parce qu'en fait, les hormones résiduelles, les hormones ensuite produites par les glandes surrénales sont des hormones stéroliques et donc qui dépendent des graisses. Donc, il faut apporter des lipides dans l'alimentation, bon, bien sûr des fruits, des légumes, et surtout diminuer la part des glucides, diminuer la part des sucres, d'abord parce qu'on est dans une société qui mange trop de sucre, et que instinctivement on diminue ces protéines pour les remplacer par des sucres. D'où effectivement un tempérament plus vegan à partir au-delà de 50 ans, c'est-à-dire qu'on rejette les protéines animales, on mange moins de protéines, on les remplace par des protéines végétales, mais qui n'ont pas du tout le même impact sur la masse maigre et la masse musculaire. Donc en fait, c'est avoir une alimentation où on se refixe 2-3 lignes de force pour retrouver un équilibre, après avec une certaine forme de liberté, qui sont d'améliorer sa consommation et de bien viser à avoir une consommation de protéines suffisante, alors ça se détermine, et avoir un apport en lipides qui permette d'optimiser son parcours hormonal. Ça c'est très important. Et puis ensuite, pour éviter les prises de poids, c'est effectivement la diminution des glucides, parce qu'en vieillissant, tout un chacun, homme-femme, on crée un peu d'insuline, notre pancréas marche un peu moins bien, et donc on a besoin effectivement de baisser nos apports en glucides. Et comme disait tout à l'heure Nathalie, c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à manger moins, mais manger mieux en favorisant les pôles dont je viens de parler, qui sont lipides et protéines. C'est un très bon, une très bonne information que moi, je n'avais pas personnellement. Maintenant, je vais peut-être passer la parole à Sandrine, qui va nous faire remonter les questions du chat, si tu veux bien, Sandrine. Écoute, nous, les questions, je pense qu'il y en avait une à laquelle Pierre avait répondu, c'est la ménopause est un phénomène physiologique normal, mais pourquoi est-il lieu? C'est juste la fin de la procréation, c'est tout. Alors, je pense que tu en avais répondu à une partie, à la réponse, mais si tu veux la compléter. J'ai pas bien entendu la question surtout. Alors, je te la repose. Donc, c'est la ménopause est un phénomène physiologique normal, mais pourquoi a-t-il lieu? Est-ce juste lié à la fin de la procréation? Non, pas du tout. C'est naturellement, anatomiquement parlant, le tissu ovarien a un certain patrimoine de vulves qui participent à la fonction hormonale, c'est-à-dire que quand on ovule, on encourage la production de progestérone, d'œstrogène et ainsi de suite. C'est une espèce de mécanisme de transition entre ovulation et production hormonale. Le jour où il n'y a plus d'ovules, le stock est fini, eh bien, les hormones, on passe cet entraînement à fonctionner. C'est lié vraiment à la nature du tissu ovarien qui est conçu dès la conception de l'enfant in utero. D'accord. Si on n'a pas de questions spécifiques, je vais vous laisser quelques minutes pour clore ce webinaire et je vous laisser chacune et chacun un petit mot de conclusion. Sophie, si tu veux démarrer. Voilà. Qu'est-ce qui est, à ton sens, qu'est-ce qu'il faut, quel est le mot ou quelle est l'action qu'il faudrait faire et être proactif pour qu'on perçoive un vrai changement sociétal sur cette période de vie pour les femmes? Évidemment, il faut en parler, ça c'est clair, il faut savoir poser des mots dessus, en parler autour de soi, ne pas garder ça pour soi, en parler autour de soi et s'adresser aux médecins, vraiment pousser le discours, voilà, libérer la parole, oui, pour moi il faut libérer la parole. Nathalie? Alors, je remets mon son. Libérer la parole et s'entraider. Donc, c'est vraiment partager, échanger, toute génération confondue, éviter les cases.
partager pour qu'on puisse faire vraiment le relais et que ça ne soit plus tabou, qu'il n'y ait aucun sujet qui soit tabou, que chaque souffrance soit prise en compte, que ce soit avec son conjoint, avec ses parents, avec ses enfants. Et la force de l'entraide féminine, notamment sur cette période, montre vraiment son efficacité. Et j'y crois beaucoup et j'en ai vu la puissance et je suis très optimiste. Ah ouais, génial. Pierre, le mot de la fin? Est-ce que j'ai un avis? Je pense que tout votre optimisme et votre positivisme va concourir à ce que la parole passe. Et ce genre de dispositif est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tous les membres de notre société soient capables de parler de tous les âges, de tous les problèmes, mais même ça va au-delà de ça. Ça va même de parler du handicap, de parler. Il faut parler. Il faut dire. Et quand on a envie de dire quelque chose, on ne dit pas une connerie, il faut le dire. Et même si ça se révèle être pas si judicieux que ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, il faut que les questions qui se posent soient exprimées et que les réponses soient et qu'il y ait un grand dialogue qui s'ouvre. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste ici, parce que je pense qu'aujourd'hui, la numérisation fait que les portes d'ouverture de dialogue sont là. Donc, il faut continuer à faire leur promotion, que ce soit des chats, que ce soit des forums, que ce soit des sites web, que ce soit des Instagram. Je trouve ça formidable. Et les hommes, dont je suis le seul aujourd'hui, c'est à ça parce que c'est une cause qui nous concerne tous, en fait. Nous vivons tous ensemble. Merci, et ça c'est un joli mot de la fin. On vous remercie tous pour votre participation. Sophie, Nathalie, Pierre, Sandrine, mille merci de votre présence. Merci à toutes celles qui se sont connectées. Le replay va être en ligne très vite. Sandrine, tu me confirmes? Dans l'après-midi. Dans la foulée. Dans le chat. Ouais. Et dans le chat, vous avez les coordonnées de nos 3 intervenants, leur lien LinkedIn, si vous voulez les contacter. Et je suis désolée, on n'a pas pu faire intervenir Haydée, mais il y avait un problème. À mon avis, elle n'a pas dû bien remplir les cases et on n'a pas pu la faire monter sur scène. C'est pas grave, elle a donné ses coordonnées, donc les gens pourront la contacter. On va vous Merci donner en tout cas rendez-vous le pour mois cette. prochain. Ouais, merci. Merci et j'adore. Merci beaucoup. J'adore les Simone. Merci beaucoup. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain. On vous donnera notre thème rapidement. Merci à toutes et à tous. À très vite. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Ça y est, c'est fini?